poser en vous présentant. Arthur Vidal, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole des jeunes avec Macron. Vous pensez quoi de cette question qu'on a posée? Faut-il continuer à retransmettre en direct le samedi sur toutes les chaînes info les manifs, ou alors ça devient anecdotique, ces manifs des Gilets jaunes? Quel est votre avis là-dessus? Écoutez, moi j'en pense déjà que c'est pas à moi de dire ce que les journalistes doivent retransmettre ou pas, et les sujets qu'ils doivent traiter ou non. Certaines personnes disaient ça devient anecdotique, donc il faut peut-être pas en faire autant. Il aurait peut-être pas fallu en faire autant sur certains sujets, sur certaines choses qu'on a montées en boucle, qu'on a vu tourner non-stop sur un certain nombre de chaînes. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez symptomatique, je trouve, de la façon dont est couverte le mouvement des Gilets jaunes. C'est la séquence d'hier, le grand débat du président de la République à Pessac, où on a eu des heures de discussion très intéressantes avec des gens, des femmes qui ont porté des sujets importants, graves. Et qu'est-ce qu'il est resté de la couverture médiatique de ça? 3 minutes de l'intervention de cette personne qui est venue avec son collier gilet jaune, qui a fait un peu de... c'est un peu la première fois qu'Emmanuel Macron était confronté directement aux gilets jaunes. Qui a fait un petit peu d'esclandre, au point même qu'il a fallu d'ailleurs demander, pour que le débat puisse se poursuivre dans la salle, à cette personne et aux journalistes présents d'arrêter de faire le micro tendu et la séquence interview qui s'était ouverte un petit peu derrière. Je trouve que c'est assez révélateur de la façon dont on procède, et c'est un petit peu dommage parce qu'on en oublie justement derrière les revendications qui étaient pour certaines des revendications légitimes et à entendre, et ça ne sert personne. Alors on va en reparler dans un instant. Jean-Christophe Gayenne, spécialiste en communication, président de GCGA Conseil, merci également d'être avec nous. Est-ce que les médias, alors on va poser la question autrement et pour faire suite à ce que vient de dire Arthur Vidal, est-ce que vous avez le sentiment que les médias traitent bien ou pas finalement ce conflit des Gilets jaunes? C'est-à-dire qu'on a quand même un championnat, une sorte de ligue des Gilets jaunes qui s'est mis en place depuis un certain nombre de semaines. Donc effectivement, il y aurait une déception à ne pas avoir le rendez-vous du samedi ou le rendez-vous du dimanche. Il y a une double addiction finalement. Il y a celles et ceux qui sont dehors et qui ont besoin de continuer à manifester, et effectivement à montrer leur désaccord avec la stratégie, que ce soit le grand débat, l'écho qui n'est pas négatif ou assez positif pour eux sur le plan politique. Puis il y a aussi les médias, une partie des téléspectateurs et de l'audience qui a pris rendez-vous avec ça pour savoir ce qui se passe. Et c'est quand même à chaque fois, à partir du moment où il y a quand même des gens dans la rue, il y a des gens qui continuent à occuper des espaces, à manifester d'une manière ou d'une autre, à évidemment jouer le jeu médiatique d'un événement à l'intérieur d'un événement, parce que c'est un petit peu ça aussi la stratégie des Gilets jaunes. On peut pas faire un reproche aux médias d'info continue que de couvrir ce qui se passe. Le jour où on arrive à 5000, 3000, je ne sais pas, ou même qu'une stratégie des Gilets jaunes évolue et qu'il n'y a pas ça, on ne l'aura plus. Il faut se rappeler quand même que depuis plus de 3 mois maintenant, on est face à cette espèce de championnat, encore une fois, qui presque vient concurrencer la Ligue 1 de football. C'est quasiment ça. Je veux dire, aujourd'hui, dans les week-ends, on parle davantage de cette Ligue des Gilets jaunes que celle de, je ne vais pas citer le nom du sponsor, mais celle qui a lieu tous les week-ends normalement. Non, mais par exemple, David Poulain, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes Gilets jaunes. J'entendais Christophe Castaner qui disait il y a autant de manifestations que de gens au Stade de France, au fond, dans les rues. C'est-à-dire qu'en gros, il sous-entend que ça représente plus grand monde, ces manifs. Selon lui, parce que selon les Gilets jaunes, par exemple, l'association des Gilets jaunes constructifs, nous avons un compteur de Gilets jaunes, nous sommes bien au-delà des 40 000 manifestants. Vous êtes combien, selon vous, dans la rue? On est entre 200 et 400 000 en permanence, parce qu'il y a des manifestations le samedi matin, le samedi midi, le samedi soir, le dimanche matin et le dimanche midi. C'est-à-dire qu'avant, nous n'avions qu'une grosse manifestation. Là, c'est plus étalé. Aujourd'hui, on a plusieurs manifestations, donc en cumulé, on est beaucoup plus nombreux. Et puis les Français qui souffrent, parce que c'est ça, les Gilets jaunes. Ce sont les Français qui n'arrivent pas à payer leur fin de mois, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui n'arrivent pas à payer leur crédit, qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Là, il y a des millions de Français qui se reconnaissent dans le mouvement. Donc c'est vrai que c'est tous les samedis, ça donne une mauvaise image de la France, mais c'est aussi un peu la faute du gouvernement qui aujourd'hui ne répond pas à la détresse sociale qui est demandée par les Gilets jaunes. Et pourtant, Emmanuel Macron, on le disait, il a passé 3 heures ou 4 heures hier avec des femmes, justement pour essayer de répondre à ces questions. Il va au contact, le président. Non. Pas forcément des Gilets jaunes, mais en tout cas, il va au contact des gens. Non, il fait une campagne électorale alors qu'il devrait écouter les Français. Je pense que c'est son premier rôle, c'est d'écouter ce qui se passe, prendre un peu de distance, de recul et mettre en place des réformes à court terme pour répondre à la détresse sociale et à moyen long terme pour sortir la France de la crise. Arthur Vidal, déjeuner avec Macron, campagne électorale ou écoute des Français? C'est clairement une démarche d'écoute qui a été instaurée avec le grand débat. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, on a entendu de votre part, enfin pas de vous personnellement, mais de gens qui représentent les Gilets jaunes, Emmanuel Macron reste enfermé à l'Élysée, Jupiter, sur l'Olympe, il ne sort pas, c'est un scandale, il veut pas se frotter aux gens. Là, ça fait 3 semaines que le président va au contact toutes les semaines. On dit quelle honte, Emmanuel Macron en campagne électorale, auprès des gens, dans les salles. Enfin, rien ne trouve grâce de toute façon à vos yeux dans l'attitude qu'il peut y avoir. Vous dites que rien n'a été fait pour répondre à la colère des Gilets jaunes exprimée et au malaise social dont vous parliez. Moi, je note quand même qu'il y a 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table
au travers de mesures concrètes qui répondaient précisément aux attentes initiales que les Gilets jaunes ont portées. 10 milliards d'euros, c'est pas une paille. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le fond. Christine Kelly, bonjour. Merci également d'être avec nous, journaliste, ex-membre du CSA, pour nous donner votre regard, et en particulier sur ce débat avec les femmes qui a eu lieu hier. On rentrera dans le détail dans un instant. Mais vous qui avez été au CSA, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les médias couvrent plutôt bien ces gilets jaunes, ou alors s'intéressent, comme le disait Arthur Vidal, à des épiphénomènes, et dès qu'il y a un clash, on en fait des tonnes plutôt que de s'intéresser au fond, puisque si j'ai bien compris, c'est le reproche que vous faisiez aux médias. Souvent, le téléspectateur, il regarde un moment, un instant, et juge en fonction de ça. Remarquons qu'il y a eu quand même 4 heures de couvert. 4 heures de couvert. Oui, on en sort peut-être un extrait, mais il y a eu 4 heures où on a pu entendre un échange entre les femmes et le président de la République. Deuxième point. Regardons ce matin, par exemple, sur CNews notamment, et on a pris aussi l'extrait où 3 jeunes femmes ont demandé un stage à l'Élysée au président de la République. Donc on n'a pas pris que le négatif. Bien sûr, c'est un moment important pour les médias à mettre en exergue. Première confrontation directe, effectivement, entre le chef de l'État et un gilet jaune. Ça, on en parle. Il faut en discuter. Il faut voir la réaction du chef de l'État par rapport à une femme qui surgit comme ça après 4 heures et lui demande, voilà, enfiler en quelque sorte un gilet jaune. Donc c'est intéressant sur le fond. Après, il ne faut pas que les médias rabâchent que ça. Mais rappelons qu'il y a quand même eu 4 heures. Il y a eu 4 heures avant. Diffusées. Alors, on va regarder justement cet échange, et on l'a essayé dans la longueur, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du président de la République face à cette femme. Et il s'en sort plutôt bien, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est pas évident. Elle est très vindicative, et il est face à elle, et regardez ce qui se passe. Je suis pacifique, ne vous inquiétez pas. Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, monsieur Macron. Et j'ai envie que vous le soyez avec nous. Attendez, je vais pas me déshabiller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu ému quand même, je vous l'avoue, alors que... Non. Je vais vous le rendre. Hop. De moi, monsieur Macron, et j'espère que BFM... Je vais vous le prendre. Je vais vous le prendre, mais je ne le mettrai pas. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici, et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame. Non, regardez, monsieur Macron, regardez ce que l'on va faire. Regardez, écoutez-moi, ayez confiance en moi, je ne vais pas... Tenez, madame Schiappa, je vous porte pas dans mon cœur non plus, parce que vous avez des phrases, des fois, qui me déplaisent. Mais je vais vous dire... Mais bon, je suis là quand même. Je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune, de ne pas mettre un gilet jaune. Moi, je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez, ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous dans le cœur, d'être dans notre cœur. Alors, honnêtement, je pensais pas que je pourrais vous parler. En plus, il me touche. Je vais me faire haïr par mes gilets jaunes. Non, je vous assure. Non, mais je vais vous dire. Ce débat, pour moi, il est très important. Mais oui, et c'est très important que vous puissiez dire les choses. Oui. Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau. Non, mais parce que vous le portiez quand même. Mais je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le... Parce que de la même manière... Vous n'allez pas le jeter alors? Pardon? Vous n'allez pas le jeter? Non, si vous m'offrez, je le prends, parce que je dis, je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais je ne vais pas dire, j'appartiens à un groupe, et ça n'est pas... C'est pas une question d'appartenance. C'est une question de faire un geste pour dire, je vais vous entendre, mais je vais vous écouter surtout. Je l'ai fait, ce geste. Vous entendre, on vous voit. Non, il y a une réponse qui a été apportée le 10 décembre. Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît. Non, mais pardon, enfin... Voilà, c'est pas ça. Mais si c'est une vraie réponse... Non, mais je pense pas. Mais moi, je crois que si. Et les gens. Savez, monsieur Macron, et je pense qu'il faut que vous demandiez aux gens qui ont touché le 4 février dernier la prime d'activité si c'est pas une réponse qui peut changer leur vie. Et on en connaît beaucoup qui l'ont pas touché. On en connaît beaucoup dont les appels ont baissé. Parce qu'ils n'y ont peut-être pas droit. Mais si, et demandez aux gens qui vont toucher à partir de mai la réparation sur la CSG qui a été décidée et demander... Voilà, donc ce sont des vraies choses. Vous pouvez pas me dire 2 € enlevés là, c'est terrible, et je vais dans la rue. L'augmentation, c'est terrible, et de dire 10 milliards, c'est rien. Voilà, extrait de ce que vous avez vécu en direct sur toutes les chaînes info hier. David Poulain, votre regard sur cette séquence? C'est plutôt sympathique parce que ça montre une bonne image des deux parties, comme ça a été dit tout à l'heure. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a quand même une incompréhension dans le dialogue parce que Emmanuel Macron explique sa politique alors qu'on lui demande plutôt d'entendre ce qui est dit depuis la base pour nous aider à finir en fin de mois. Et nous avons des propositions concrètes sur la hausse du pouvoir d'achat, notamment une baisse des charges sociales pour les donner davantage aux salariés. On parle des 10 milliards tout à l'heure, mais les 10 milliards avaient déjà notamment
notamment sur le CICE, avait déjà été donné aux entreprises. Nous demandons qu'elle soit donnée que pour les petites entreprises. On parle de l'augmentation du SMIC, seul un quart ont touché une augmentation du SMIC. Nous demandons Mais vous avez au moins gagné quelque chose, c'est ce contact direct avec le président. Parce que c'est quand même une séquence rare, exceptionnelle, de voir comme ça un gilet jaune, une gilet jaune en l'occurrence, qui s'approche du président. Et il y a cet échange. On vous en a mis 3 minutes, je crois, là. Ça a duré longtemps, ça a duré 5-6 minutes. C'est quand même un moment fort. Ça prouve qu'on est pacifique, tout simplement. Ça prouve que les gilets jaunes sont pacifiques depuis le début. Jean-Christophe Gallienne. Ça prouve surtout qu'il y a eu une capacité à pénétrer cet espace. Il y a comme une répartition. La semaine, ça appartient à Emmanuel Macron. Le week-end, ça appartient aux Gilets jaunes. En fait, arrêté dans le média planning de chacun des deux plateformes, d'une des deux plateformes. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que les Gilets jaunes, ils pénètrent dans l'espace qui est normalement réservé à Emmanuel Macron. Et l'accident qu'on a vu là, celui qui est assez inédit, pour pas dire unique, on l'a jamais vu, on en parlait tout à l'heure, c'est celui-là. Donc ça profite d'abord aux Gilets jaunes, je dirais quelque part, pour récupérer une part d'audience positive, dans un contexte toujours difficile aujourd'hui, dans cette semaine qui normalement appartient encore une fois à la communication d'Emmanuel Macron. Et à Emmanuel Macron, ça lui profite aussi parce que finalement, se dégage de cet instant, au-delà de la difficulté d'avoir un rapport de fond, un rapport de forme qui montre bien que Emmanuel Macron est le président des Français. C'est-à-dire qu'il soit Gilets jaunes ou qu'il soit les autres, c'est ce qu'il exprime à sa manière. Mais on voit bien que là, on n'est pas dans la tension qu'on veut bien exprimer par ailleurs avec les images fortes qu'on a toutes les semaines. Et il se passe quelque chose, Christine Kelly, et c'est pour ça que je me tourne vers vous également, c'est que ça se fait en l'absence de journalistes qui jouent les intermédiaires. Oui. En général, il y a toujours des journalistes qui sont là pour jouer l'intermédiaire entre le président et les gens. Là, on est dans de la confrontation directe. Et ça arrive à un moment où les journalistes sont énormément remis en cause, où on doute énormément du travail des journalistes. Et là, on s'aperçoit que le contexte se fait sans les journalistes. Est-ce que ça dessert pas les journalistes? Est-ce que finalement, les grands perdants, c'est pas les journalistes de tout ça? Parce que Emmanuel Macron, il gagne, les Gilets jaunes, ils gagnent, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que les journalistes n'y perdent pas? C'est une vraie question que je me suis posée hier. Alors, d'un côté, il y a les journalistes sont peut-être les grands perdants, les syndicats aussi, tous les corps intermédiaires aussi. Là où je me suis posé la question, c'est lorsque j'ai vu la séquence d'après, où justement cette femme est happée par une horde de journalistes qui étaient là finalement, et qui sont en train de détourner l'attention, en train d'interviewer cette femme sans écouter les doléances des autres femmes qui étaient là. Et ça énerve Emmanuel Macron. Ça énerve Emmanuel Macron. Alors on va regarder la séquence puisque vous en parlez, vous êtes parfait. C'est intéressant. Vous êtes nickel, vous devriez faire de la télé. On va regarder la séquence tout de suite, regardez. En plus, vous foutez la merde. Excusez-moi, c'est eux qui ont voulu. Je m'en vais. Je m'en vais. Non, mais revenez au débat. Et je demande aux journalistes qui sont là, on n'est pas dans un show télévisé où il y a des bêtes étranges qui sont plus intéressantes. Madame parle de sujets graves, on les aborde. Mais très sincèrement, moi je trouve que vous n'êtes pas correct et les médias les premiers là. C'est pas une interview de madame, c'est un débat. Mais très bien, mais revenez là et vous l'interviewerez après. Voilà, il remet en place clairement les journalistes. C'est assez étonnant ça aussi comme séquence. Oui, c'est assez étonnant. On voit que maintenant, il n'y a plus de barrière. On parle normalement avec tout le monde, on remet en place, on arrête le show. Alors, on a beaucoup employé le mot show. Ouais, vous dites on arrête le show. Hein. On arrête c'est un vrai lapsus. Parce que Emmanuel Macron vous dit que c'est pas un show. Alors, lui, il dit que c'est pas un show. Vous dites que c'est un show? Non, pas de son côté. En revanche, la femme, non, je suis pas d'accord qu'il fasse réellement un show. En revanche, la femme qui vient accrocher autour du cou. Elle fait un show. À mon avis. Arthur Vidal, porte-parole des jeunes avec Macron. C'est un show. Attends, c'est un show ou pas? Écoutez, si on parle de la séquence spécifique avec cette dame un peu ça, qui est effectivement un peu de la part de qui? Un peu de la part de la dame. De la dame. Il y a un peu de théâtralisation. Mais Emmanuel Macron ne fait pas un show pour vous. Je pense pas qu'on soit dans un show télé, mais par contre, juste pour terminer sur le grand débat, parce que malheureusement, encore une fois, ça va être un peu la grande oubliée de l'histoire. Il faudrait parler de ce grand débat, de ce que ça représente et de la réussite que c'est, parce que... Ah, c'est déjà une réussite pour vous. On ne sait pas ce qu'il en sort, mais c'est une réussite. Déjà, quand on voit la participation que ça, que ça soulève, le nombre de contributions qui sont faites, on est dans un exercice qui est quand même absolument inédit. Enfin, je pense qu'il n'avait jamais eu lieu dans cette ampleur-là. Il y a un vrai engouement. Moi, j'étais la semaine dernière encore. Qu'est-ce qu'il en sort? C'est ça qui est intéressant. Une réunion avec une réunion de grand débat avec des gens qui sont venus pour faire remonter un certain nombre de choses.
il en ressortira un certain nombre de choses. Ben, c'est ça, Non, c'est ça qui fera le succès ou Oui, l'échec de ce grand débat. C'est pas le nombre de participants. La première des réussites, c'est qu'il y ait de la participation. Pas commencer David par Poulain. ça tourne sur 50. David Poulain, Gilets jaunes, vous êtes d'accord? C'est une réussite déjà? Non, parce que la plupart des salles sont vides. D'ailleurs, on le voit hier soir, il y avait le président de la République à Pessac, tout le monde le savait 24 heures, voire 48 heures à l'avance. Totalement faux. Si, parce que nous, on avait l'information sur Facebook, 48 heures à l'avance. Vous le êtes président très de la bien République, informé, mieux que c'était sur Facebook en tout cas. mieux que les Et services, aujourd'hui, on visiblement. s'aperçoit que le président de la République, la salle était aux 3/4 vide. Ça veut bien dire une chose, c'est que le grand débat ne marche pas, parce que tout simplement, les Français, ils attendent des réponses de la part du président de la République, qui d'ailleurs a dit quelque chose dans laquelle je suis pas d'accord, quand il dit qu'il est le président de tous les Français. Justement, c'est son problème. Il n'est plus le président de tous les Français depuis plusieurs mois, et on lui demande de redevenir le président de tous les Français. Jean-Christophe Gallienne. Ça, c'est un peu sévère parce que la démarche est inédite et la démarche du grand débat, au-delà du résultat, est déjà une innovation, je dirais, politique qui est intéressante face à ce type de mouvement. Ça, c'était un premier acte. Après, on peut pas contester que c'est quand même un show quand on organise, et c'est pas un mauvais terme, un show médiatique, pas une insulte, un show télé, c'est pas une insulte. Alors, il est différent parce qu'il n'y a pas effectivement d'intermédiation médiatique. C'est-à-dire que les caméras sont là. C'est comme si on regardait un match de foot, encore une fois, mais là, en l'occurrence, c'est le Macron Tour qui se réalise, parce qu'elles sont là à chaque fois et ça dure 4 heures, ça dure 5 heures. Donc là, c'est quand même un show télévisé dans lequel, effectivement, les Gilets jaunes ont trouvé, pour une fois, une manière d'incursion médiatique là aussi, et qui, du coup, il y a une espèce de chapardage, d'ambush marketing, si vous voulez, de cet événement-là. Et on voit bien que c'est une stratégie de communication contre communication, mais c'est encore une fois pas un mauvais terme. Au-delà de ce show, il y a effectivement un grand débat digital, il y a un grand débat qui se fait ailleurs, et là, pour le coup, on n'est pas dans le show. Mais Emmanuel Macron, on peut pas lui contester d'abord le droit de pouvoir se mettre en scène de cette manière-là. Et cette mise en scène-là, qui est d'abord qui s'adapte aux événements, qui s'adapte aux accidents, comme on l'a vu, elle est très bien quand il reçoit cette dame et qui finalement, on voit bien avec son sourire qu'il est tout à fait empathique. C'est un poil moins bien quand après il fait le maître d'école pour amener tous les journalistes à la raison. Donc c'est normal, c'est difficile, c'est un moment particulier. Il se met en scène, il se met en risque aussi, il se met en risque dans cette situation par définition. Mais je crois qu'effectivement hier, il y a un positif des deux côtés. Quant aux médias, oui, c'est compliqué parce qu'Emmanuel Macron a choisi et a fait le choix depuis un long moment d'être le président live, c'est-à-dire que celui qui se met en scène directement, il n'a pas besoin, il l'a toujours dit, des chaînes de télévision, en tout cas pas de leurs journalistes, plutôt de leurs caméras. Christine Kelly, qu'est-ce que vous pensez de la remise en place des journalistes qu'on vient de voir? Vous qui êtes journaliste, vous qui avez été au CSA? Je trouve ça normal. Normal. Oui, pourquoi je dis ça? Je trouve que c'est normal qu'ils disent ce qu'ils pensent, premièrement. Je trouve normal de dire aux journalistes, attention... C'est le maître d'école, là, quand même. Non, c'est pas le maître d'école. Je pense que... Non, c'est pas... On peut le percevoir comme tel, mais je trouve revenez au débat, arrêtez de parler au fond de la classe, revenez au débat, quand même. Mais quelque part, moi je suis quand même choquée de voir qu'on est en train de parler de détresse de personnes, de femmes, et de voir qu'on va s'arrêter à une personne qui va mettre un petit collier de gilet jaune. Je suis désolée, il y a une jeune femme qui est debout, qui va peut-être parler de sa souffrance personnelle, d'un cas très important. C'est là qu'on veut changer les choses. Il faut changer la vie des gens, la vie des gilets jaunes. Pas d'une femme qui est venue emmener un collier symboliquement. Et là où je dis que là c'est le show, la symbolique. C'est pas parce que Emmanuel Macron va porter le collier que ça va changer la vie des Français. Par contre, quand on va écouter cette femme, peut-être qu'on va trouver une solution pour changer la vie des Français. David Poulain, Gilets jaunes. Justement, on veut du changement depuis 40 ans, parce que dans notre pays, on voit bien que les 40 dernières années ont été pratiquement un échec pour la France. On le voit dans tous les classements internationaux, on dégringole, surtout depuis 2008. En revanche, on demande aux politiques d'écouter un peu plus le peuple et d'écouter un peu plus Et les là, c'est ce Français. qu'il fait. Non, donc vous pouvez qu'applaudir. Non, il parle, mais il n'écoute pas. Il vient défendre sa politique, il vient se justifier, ce qui est courageux de sa part. Mais il n'entend pas, il n'écoute pas. Ce que je ne vois pas, c'est pas un président qui vient pour entendre. Je vois un président défendre sa politique. Et c'est regrettable, parce que s'il va en ressortir derrière, ce sont des idées qu'il a déjà emmagasiné, qu'il a déjà en réserve et qui va ressortir à la suite du grand débat. Et on est sur la politique spectacle. Et c'est dommage parce justement, on a besoin d'un vrai président, d'un grand président de la République qui rassemble son peuple et qui l'écoute. Arthur Vidal, porte-parole des jeunes avec Macron, il n'entend pas, il n'écoute pas. Oui, je pense qu'on va rester sur une position qui va pas être conciliable. Moi, je considère, et on est nombreux, je pense, à considérer que le fait que le président déjà aille au contact dans cet exercice qui est le grand débat, et hors de ces séquences d'ailleurs qui sont effectivement un petit peu organisées, un petit peu régies aussi par l'intérêt médiatique. Il y a une vraie écoute. Je pense qu'il y a une vraie analyse et réception des messages qui lui sont passés. Il le fait dans le cadre du grand débat et dans le contexte social actuel. Il le fait depuis le début du quinquennat de la même manière. Je ne pense pas qu'il y ait un défaut d'écoute. Alors après,
on va se renvoyer la balle sur il écoute mais il n'entend pas. Et je pense effectivement qu'on n'arrivera pas à tomber d'accord sur ce point de vue-là. Mais il y a des choses qui passent, des messages qui sont reçus, et donc je pense on aura une transcription à l'issue de cette séquence. Oui, moi je pense que les Gilets jaunes ont gagné, ont déclaré la guerre le 17 novembre. À partir du 10 décembre, ils sont entrés en phase de résistance. 10 décembre, 10 milliards. Voilà, ils sont entrés en phase de résistance. En ce moment, j'ai l'impression que Emmanuel Macron gagne la bataille. Il est en train de gagner là. La bataille. La bataille. Mais il est en train de gagner la bataille. Pas la guerre. Ouais. Et je pense que les Gilets jaunes sont en résistance pour longtemps et qu'ils peuvent gagner la guerre. David Poulin. Justement, c'est pas une déclaration de guerre, c'est un appel au secours qui a eu lieu le 17 novembre. C'est pas une déclaration de guerre contre le pouvoir, c'est un appel au secours au niveau du pouvoir en lui demandant d'agir parce que ça fait 40 ans qu'on n'agit pas et qu'on régresse. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc il n'y a pas de bataille. On se demande, il y en a peut-être, et vous en faites partie, pour qui c'est pas une déclaration de guerre, mais pour d'autres, Gilets jaunes, on a quand même parfois le sentiment que c'est une déclaration de guerre. Il y a une colère qui est en train de monter, mais c'est vrai que... Non mais il y en a qui va... J'aurais regardé, moi hier en préparant l'émission, je suis allé sur Facebook et j'ai vu une petite vidéo qui a été postée pour les Gilets jaunes et qui appelle à envahir Paris pour le 8 mars. Je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo. Je sais pas si on l'a beaucoup vu en télé, mais moi je regarde ça et je me dis, mais vous êtes devenus fous quoi. Regardez. Alors, c'est clair que c'est très efficace, on est d'accord, mais enfin... Alors moi, nous, l'association, enfin le syndicat des constructifs de l'Union syndicale des Gilets jaunes, bien évidemment, on n'a pas de déclaration de guerre. Il y a des individus qui appellent à cela. Vous êtes d'accord, on dirait une déclaration de guerre. Là, venez assiéger Paris c'est un coup de communication, parce qu'ils veulent faire parler, à mobiliser du monde. Ils sont forts, c'est vrai. C'est fort. Mais comme les images sont fortes aussi des policiers qui tirent au flashball. Alors, attendez, Arthur Vidal. Arthur Vidal. C'est un coup de communication qui finit le week-end par des portes de ministère renforcées par des transpalettes, par des gens qui vont jeter à peu près tout ce qui leur passe par les mains sur les forces de l'ordre et qui vont venir pour tout péter dans Paris. C'est ça qui est un petit peu compliqué quand on dialogue avec vous, c'est qu'on n'a jamais les mêmes interlocuteurs en face. On n'a jamais des gens qui sont alignés sur des positions. Vous représentez visiblement une tendance plutôt pacifique, modérée, conciliatrice des Gilets jaunes. Quand j'entends votre collègue Chalençon en appeler à l'intervention de l'armée, d'un groupe de paramilitaires, qui serait prêt. Mais même honnêtement, quand on voit ces images, moi je vois un appel à la révolution. On n'est pas sur la même ligne. On condamne sans aucune ambiguïté tout acte de violence, y compris des gilets jaunes, des vandales. Mais c'est pas le cas de tout un cas de très grande majorité, 99%. Si c'est vrai parce qu'on est sur le terrain. Toutes les actions que l'on voit pas à la télévision, on voit par exemple la chaîne humaine, on voit des pique-niques de gilets jaunes, on voit des cafés débats gilets jaunes que par exemple nous avons organisés en Barré-c'est-la-Grave. Nous voyons des actions pacifiques qui sont organisées régulièrement. Tout à fait. Et c'est 99% des gilets jaunes qui sont pacifiques. Après, qu'il y a 1 ou 2% de gens qui veulent utiliser ça pour faire parler d'autres choses qui sont... mouvement. Mais juste un mot sur une des vidéo gens qui ont des problèmes et qui vont les régler ailleurs que dans les Gilets jaunes. David, vous vous sentez solidaire d'une vidéo comme ça? Non. Non, parce que j'appelle à la manifestation pacifique, j'appelle pas à la haine. Enfin, pas moi, mais les Gilets jaunes constructifs, on n'appelle pas à la haine. Jean-Christophe Gallienne, est-ce que ce genre de vidéo, ça ne dessert pas les Gilets jaunes au fond? Même si c'est bien foutu. Je pense qu'il y a un caractère composite de cet ensemble qui est les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, la politique est très composite. La République En Marche est très composite aussi. Donc vous voyez, on est dans ce contexte-là. Et donc forcément, à l'intérieur d'un groupe de ce type, il y a des acteurs, notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux, qui ont besoin de contenu. Et ces contenus-là sont très efficaces pour mobiliser un certain type de personnes. Très efficaces pour mobiliser un certain type de personnes. Effectivement, leur reach, en gros, leur capacité à atteindre un public normal est limitée malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire que ça dessert à ce point les Gilets jaunes, sauf évidemment à le mettre en évidence, même si, encore une fois, je crois pas. Je crois que ça mobilise certains types de personnes. Ça traduit le fait que dans les Gilets jaunes, il y a aussi des velléités de ce type. Il y a des velléités de remettre en cause l'ensemble du système, de prendre Paris, parce qu'on voit bien ce que ça veut dire, de prendre l'oligarchie, de prendre toutes les accusations qui suivent derrière. Et donc ça, c'est clair que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi ça. Il ne faut pas le nier, il faut le prendre en compte, c'est important. Et ça fait partie d'une espèce de colère composite
qui parfois part sur des aspects très corporatistes, parfois sur des aspects financiers, parfois sur des aspects de vie personnelle, et parfois sur des envies de refonder un système, voire de le renverser. David Poulin. Surtout que ça montre qu'il y a peut-être aussi une radicalisation du mouvement qui est en train de s'opérer, une grande colère, une frustration, et que les gens les plus radicaux prennent de plus en plus d'importance. Et c'est ça le danger de la politique du président de la République, de ne pas entendre ce qui se passe depuis des mois, c'est qu'à un moment ou à un autre, la radicalisation peut amener la France à connaître des difficultés autres que des manifestations. Mais est-ce que le danger, c'est pas aussi de continuer à manifester tous les samedis? Attendez, on a est-ce que c'est pas une forme de danger? C'est un droit fondamental de manifester. Non, mais je dis pas que vous n'avez pas le droit. Je dis, est-ce que, en fait, c'est pas créer des risques de manifester ainsi tous les samedis? À ce moment-là, on interdit les manifestations en France, et on est en Corée du Nord, et le problème est réglé. Arthur Vidal. Moi, je voulais juste rebondir sur votre analyse à propos de la radicalité du mouvement. Je pense que la radicalité du mouvement, elle est là depuis le 17. Non. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est qu'on a commencé, je vais parler de mes chiffres, vous donnerez les vôtres, le 17 novembre avec 280, 300 000 personnes, un mouvement qui était assez dilué. Il en reste 30, 40 000 aujourd'hui. Ils étaient déjà là le 17. Ceux qui restent maintenant, principalement, et ça va en défaveur de votre tendance à vous, mais je pense que c'est les éléments les plus radicaux, aussi les plus politisés. C'est complètement faux. Venez aux manifestations, je peux vous dire que ça se passe très bien. Et Christine Kelly, vous dites non aussi. Une base idéologique très politisée. Christine. Je ne pense pas que ceux qui restent soient les plus radicaux. Je pense que ce sont des déterminés, des courageux. Je pense que c'est pas parce que les gilets jaunes ne sont pas sur le terrain, sur les ronds-points, qu'ils ne sont pas gilets jaunes à la maison. Ils sont là, ils attendent aussi leur moment, ils tournent l'un après l'autre. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, comme le 1er mai, il faut remonter avant, comme le 1er mai, l'avènement des Black Blocs, on s'en souvient, dès qu'il y a une manifestation, il y a infiltration des violents. Et là, comme tous les samedis, il y a infiltration, voire vol, kidnapping de leur mouvement des Gilets jaunes. Non mais vraiment. Vous manifesterez demain encore ? Oui, les Gilets jaunes constructifs, on manifeste tous les samedis tant que le président de la République ne répondra pas à nos revendications de hausse de pouvoir. Alors, dans un instant, on va s'intéresser aux magasins et aux particuliers qui ont des magasins, effectivement, qui sont obligés de faire appel à des services de sécurité de plus en plus nombreux. Il y a un reportage qui sera diffusé sur ce sujet d'enquête exclusive sur M6 dimanche à 23h15. On va recevoir le journaliste qui a fait ce reportage. Je remercie mes invités, Jean-Christophe Gallienne, merci, spécialiste en com, Arthur Vidal, merci, porte-parole des jeunes avec Macron, David Poulin, Gilets jaunes, merci également, Christine Kelly, journaliste, merci aussi. Dans un instant, donc on va recevoir le réalisateur de ce reportage. Je vous propose de regarder un extrait d'ailleurs de ce reportage du dimanche, puisque désormais il y a de plus en plus de vigiles qui portent des armes dans les magasins pour protéger à la fois le public, pour protéger le personnel, pour protéger le matériel. Extrait d'enquête exclusive de dimanche.